Notre invité politique, Manon Aubry, bonjour à vous. Députée européenne, la France insoumise. Une première question à vous poser, bien sûr, sur ce match France-Israël qui a eu lieu hier soir. Peut-être l'avez-vous regardé devant votre télé. Il y a eu, bien sûr, un énorme dispositif de sécurité, ça on l'a dit. Ça a évité, en tout cas jusque-là, qu'il y ait des débordements, notamment vis-à-vis des spectateurs et des supporters israéliens. Malgré tout, il y a quand même eu certains incidents, notamment cet hymne israélien qui a été sifflé. Est-ce que ce geste vous a choqué ? Non, je crois que hier soir, honnêtement, on a eu la meilleure réponse populaire à ce match qui ne devait pas se tenir. Hier soir, on a eu un boycott populaire. Il y a à peine 15 000 spectateurs dans le stade. J'ai vérifié, c'est le match avec le plus faible nombre de spectateurs de l'histoire de l'équipe de France. Mais la dernière fois, c'était 30 000 en 2003 face à la Nouvelle-Zélande. La billetterie était rationnée, hein. Oui, enfin, tous les billets n'ont pas été vendus, non, loin de là. L'offre ne concernait pas les 80 000 non, sièges. mais tous les billets en vente n'ont pas été vendus. La preuve qu'il y a eu un véritable boycott populaire, parce que, vous savez, moi, je suis une sportive par ailleurs, j'ai fait du sport en compétition, j'en fais encore, et on a toujours du mal à mélanger la politique et le sport, mais de facto, le sport et politique, on ne peut pas accueillir en grande pompe l'équipe d'Israël comme si de rien n'était. Vous savez, dans la bande de Gaza, les seuls tirs qui sont faits, c'est les tirs de l'armée israélienne dans la poitrine des enfants. Mais en quoi ils sont responsables, ces sportifs, de leur gouvernement ? Madame, parce que on peut faire la différence aux Jeux Olympiques, les athlètes et les Israéliens. Vous avez raison. Raison pour laquelle, aux Jeux Olympiques, que vous êtes une macroniste parce que vous êtes française dans un raison pays pour laquelle dirigé par Emmanuel Macron. Raison pour laquelle, aux Jeux Olympiques, par exemple, les athlètes russes concouraient sous bannière neutre. Donc, je pense qu'en effet, on peut avoir des sportifs, mais qu'ils ne peuvent pas défendre les couleurs d'Israël à l'heure où ils sont en train de commettre le plus grand massacre de masse que l'on ait connu depuis le début du XXIe siècle. Mais je vous dis, on a hier un comité spécial des Nations Unies qui a conclu que les caractéristiques de la guerre menée dans la bande de Gaza correspondaient à un génocide. Je veux dire, c'est les Nations Unies qui en parlent. On a 14 000 enfants qui sont morts depuis le début de cette guerre, c'est 33 par jour. On se lève ce matin, ce soir, il y aura en moyenne 33 enfants qui ont été morts juste parce qu'ils sont nés au mauvais endroit. Donc oui, je pense qu'il faut utiliser tous les outils diplomatiques. Et moi, j'avais honte de voir qu'hier soir, la seule tribune qui était pleine, c'était finalement la tribune présidentielle. Donc en fait, tous les Israéliens sont responsables de ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Je sais pas ce que je suis en train de vous dire. Vous avez raison de dire qu'il y a une opposition en Israël, qu'il y a fort heureusement des associations, des ONG, des journalistes qui dénoncent les exactions. Mais je pense que notre rôle et notre responsabilité aujourd'hui, c'est d'utiliser tous les outils diplomatiques à notre disposition pour peser sur le gouvernement israélien et dire que non, on ne peut pas jouer au foot de n'importe quelle façon et en toute insouciance face à un gouvernement qui est en train de commettre un massacre de masse. Et oui, c'est l'occasion de faire passer un message politique, celui d'adopter des sanctions contre le gouvernement israélien pour avoir un cessez-le-feu, celui d'arrêter d'envoyer des armes au gouvernement israélien, de suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Voilà les revendications politiques. Et vous avez boycotté le match de l'équipe de basket féminine israélienne quand elle est venue jouer il y a quoi ? C'était il y a 15 jours ou 3 semaines ? Vous l'avez boycotté ? Non. Qu'est-ce que c'est que cette façon de s'en prendre à quelque chose d'effectivement très symbolique qui est l'équipe d'Israël de football pour un match contre l'équipe de France et à partir du moment où ces gens ne sont responsables en rien de la politique de leur gouvernement, y compris de la politique sécuritaire. Vous avez toute la classe politique qui accourt, des macronistes à la droite, etc., qui accourt dans les tribunes du stade pour faire la promotion de ce match, et vous dites que c'est à moi que je fais la récupération politique. Pour montrer qu'après ce qui s'est passé à Amsterdam, il est hors de question de laisser se poursuivre ce genre de politique, où en gros, on délocalise tout ce qui a rapport avec l'Israël, parce que c'est dangereux. Mais moi, j'assume complètement de dire que oui, aujourd'hui, je ne peux pas rester les bras croisés ce matin face à ce qu'il se passe. Et que oui, nous allons utiliser tous les outils diplomatiques. Je ne sais pas si vous avez vu, moi, un truc qui m'a marqué ces derniers jours, c'est le témoignage d'un médecin qui revient de la bande de Gaza et qui dit qu'il y a des drones qui sont utilisés pour tirer sur les enfants. Personne ne le conteste, mais comment vous pouvez rester insensible à ça? Et donc, personne n'est insensible à ça. Eh bien, si vous ne l'êtes pas, je
vous fait pas ce procès, mais si vous ne l'êtes pas, alors vous devriez, comme nous, dire que oui, il faut utiliser tous les outils diplomatiques, et le sport est un de ces outils diplomatiques. Vous ne pouvez pas le nier. Vous vous rendez compte aussi en ce moment en France que la critique légitime, naturelle de la politique de M. Netanyahou se transforme à certains endroits du territoire en antisémitisme. Mais non, mais je termine. Non, j'arrête pas. Je vous laisse terminer, je vais vous répondre. La réalité, c'est quand même que vous avez des gens, si vous voulez, qui se mettent dans les habits, les habits des adversaires de M. Netanyahou, et on peut parfaitement le critiquer pour dire, au fond, qu'il y a un courant très antisémite, et vous l'encouragez. C'est ça le problème. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Oui, je me rends compte. Oui. Non, vous encouragez la confusion qu'il y a entre Israël, Netanyahou et les Juifs. C'est des propos qui sont extrêmement graves. Par ailleurs, si vous pensez que nous encourageons... Laissez-moi vous répondre, s'il vous plaît. Vous avez porté des accusations extrêmement graves. Oui, la moindre des choses, c'est de me laisser répondre. Je vous accuse de favoriser l'antisémitisme. Oui. La moindre des choses, c'est de me laisser répondre. Première chose, si vous pensez que j'encourage l'antisémitisme, voyons-nous devant un tribunal et venez porter plainte devant moi. Et dites en quoi, lequel de mes propos est antisémite. Première chose. Deuxième chose, je vous le dis, s'il vous plaît, je vous ai laissé parler, il faut me laisser répondre. Le mouvement qui est le vôtre. Il faut me laisser répondre. Oui, mais c'est très désagréable d'être attaqué et de ne pas pouvoir répondre. C'est tellement sensible, madame, qu'il faut préciser les choses. Eh bien, laissez-moi parler, sinon je ne peux pas répondre. Pascal, laissez-moi le courant de pensée que vous incarnez. Non, je tiens à préciser mon point de vue. Vous faites des accusations extrêmement graves et vous ne me laissez pas répondre. Maintenant, vous allez me laisser répondre. Vous voyez ce qui est en train de se passer. À chaque fois que nous élevons la voix pour dénoncer les carnages qui sont en cours dans la bande de Gaza, à chaque fois, on a le même carton rouge qui est sorti. Attention, vous faites de l'antisémitisme. Donc, on ne peut plus aujourd'hui porter des accusations envers un gouvernement qui est en train de commettre un massacre, dont toutes les organisations internationales, dont toutes les ONG internationales, dont tous les défenseurs du droit international disent aujourd'hui, c'est un massacre sans nom. Tout est détruit dans la bande de Gaza. Les enfants sont pris pour cible, les femmes sont pris pour cible. Et donc, c'est tout ce que je dis, monsieur Perrineau. C'est tout ce que je dis. Et donc, à partir de ce moment-là, oui, bien sûr. Sauf que les conclusions que vous en tirez, c'est de boycotter Israël. Mais oui, c'est d'utiliser tous les outils diplomatiques à notre disposition. Donc ça veut dire que désaccord avec ça. Mais pas du tout. Mais ça veut dire que vous pénalisez les citoyens israéliens, dont une grande partie sont opposés à cette politique. D'abord, si les citoyens israéliens sont en majorité opposés à ce massacre, j'espère que la prochaine fois, ils ne vont pas élire Benjamin Netanyahou, qui est, vous l'avez raison, c'est un gouvernement d'extrême droite. Et je souhaite évidemment que l'opposition puisse gagner. Mais moi, en attendant, je ne vais pas attendre les prochaines élections israéliennes. Il y a 45 000 personnes qui sont mortes depuis le début de cette guerre. Donc chaque jour qui passe, nous n'allons pas fermer les yeux. Chaque jour qui passe, nous allons dénoncer ce génocide en cours. Chaque jour qui passe, nous allons rappeler la France et l'Union européenne. La question de fond, Manon Aubry, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, en associant des joueurs israéliens à Benjamin Netanyahou, ce n'est pas comme finalement résumer tous les Gazaouis au Hamas, par exemple, ou tous les Libanais au Hezbollah. En fait, ça part du même constat. Et on n'associe pas les joueurs israéliens. Nous disons... Si, puisque vous dites qu'il faut les boycotter. Non, tout comme on boycotterait Netanyahou. Mais on ne dit pas que les joueurs israéliens sont tous en soutien à l'armée, même si quelques-uns d'entre eux ont fait le service militaire dans l'armée. La question, c'est pas ce qui est obligatoire dans le pays. La question, c'est pas les joueurs de foot. La question, c'est le gouvernement israélien. Et il faut faire passer un message politique à ce gouvernement israélien. Je veux dire, c'est pas nouveau qu'il y ait des boycotts dans le sport. Déjà, il y avait déjà eu des boycotts au moment de la Coupe du Monde en Argentine de foot dans les années 80 face à la dictature argentine. Donc oui, bien sûr, nous allons continuer à utiliser tous les outils à notre disposition, ne vous en déplaise. Et non, ce n'est pas de l'antisémitisme, mais oui, c'est juste un truc très simple. De l'humanisme. Les Juifs, c'est 0,5% de la population en France, et c'est aujourd'hui la moitié des violences qui sont exercées contre les personnes. Il y a un vrai problème, vous en êtes consciente, non? Mais bien sûr vous le savez. Et je dénonce chaque acte antisémite comme un acte de trop. Et tous les juifs de France savent que nous sommes à leur côté. Une question aussi sur ce 49.3 qui serait potentiellement, probablement, dit d'ailleurs Michel Barnier, utilisé pour faire passer le budget. Est-ce que ça vous étonne? Je me risque à vous demander. Quel scoop! Je pense qu'on aurait pu tous parier ici autour du plateau la manière dont ça allait se terminer. On savait tous que ça allait
se terminer en 49.3, j'ai envie de dire, c'est un classique avec les macronistes, et je ne sais plus combienième épisode depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Mais ceci dit, je me souviens de Michel Barnier qui est venu à la tribune de l'Assemblée nationale pour son discours de politique générale. J'ai noté ces mots. Il avait promis écoute, respect et dialogue. Bon, bah voilà. On n'y est pas, selon vous. Ah non, on y est plus que pas, parce que, je veux dire, il a laissé faire le travail parlementaire, dont acte. Le travail parlementaire s'est fait. Le budget a été considérablement modifié par le nouveau Front populaire, à tel point qu'on a pris nos responsabilités. On a voté pour le budget. C'est la première fois depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir qu'on a voté pour le budget. On a dégagé 75 milliards d'euros de recettes supplémentaires pour un gouvernement qui cherchait de l'argent, et notamment 60 milliards d'euros, j'ai envie de dire, le compte y est. Mais le fait est que ce gouvernement, à la fin, revient à ses anciens réflexes, le passage en force, s'appuyer sur la béquille du Rassemblement national en espérant que le Rassemblement national ne vote pas la motion de censure que nous allons déposer. Mais nous allons prendre notre responsabilité. Il y avait une majorité pour un autre budget. Puisque le gouvernement passe en force, nous allons déposer une motion de censure. Il n'y avait pas de majorité pour un autre budget. Le budget a été rejeté. Donc c'est factuel. Il n'y avait pas de majorité pour un autre budget. Ce que dit Michel Barnier, il dit que le budget a été, je cite, déformé par des votes improbables. Est-ce qu'il n'y avait pas une forme d'hypocrisie à continuer à voter en clamant des victoires, en sachant très bien qu'à la fin, ça ne passerait pas? Mais qu'est-ce que vous nous reprochez d'avoir fait notre travail? Que mes collègues aient siégé jour et nuit à l'Assemblée nationale pour modifier le budget? Vous imaginez cette formule? Juste, je vous réponds. Vote improbable. Comment un Premier ministre de la France peut se servir de cette formule? Vote improbable. En fait, des votes sont des votes, et ça s'appelle la démocratie. Et si on n'est pas content de ces votes, on change nos représentants, faites des nouvelles élections législatives et le peuple tranchera. Mais en attendant, on a cette Assemblée nationale et ils sont minoritaires. Oui, mais on a une plus forte majorité relative, certes, mais en fait, si vous voulez, ils ont fait la grève pendant toutes les discussions parlementaires budgétaires. Donc les macronistes étaient pas là, ils sont appuyés sur les troupes du Rassemblement national pour essayer de mener la résistance. Sur le fait les députés du Rassemblement national étaient davantage présents que les députés macronistes qui ne venaient pas dans l'hémicycle. Résultat, le nouveau Front populaire l'a emporté. Mais dans l'état actuel de l'Assemblée nationale, il n'y a pas de solution à gauche sans alliance. C'est comme ça. Si, il y a des solutions. La preuve en est, c'est que sur un certain nombre d'amendements, on a su créer des majorités. Je pense à la taxation sur les super profits, par exemple, qu'on a pu voter avec une partie de l'ex-majorité. Je pense aux députés du MoDem. Oui, donc vous voyez que en fait, on a su construire cela. Et c'est à la fin le Premier ministre qui fait le choix, qui l'assume politiquement, mais qui fait le choix de passer en force. Nous, on a fait notre travail parlementaire de la première à la dernière heure, et je salue tous mes collègues qui ont siégé pour obtenir un certain nombre d'avancées, du rétablissement de l'ISF à la taxation sur les super-profits. Est-ce que vous faites une différence entre un 49.3 à la mode Elisabeth Borne, c'est-à-dire 49.3 tout de suite, on y va, ou alors ce que dit Michel Barnier, c'est-à-dire je laisse le temps au débat, je regarde ce qui se passe, et un 49.3 à la fin. Est-ce que c'est différent selon vous? Vous voulez dire que dans le deuxième cas, on nous a vaguement donné l'illusion, mais en même temps, le résultat est le même. Vous avez pu présenter vos propositions. C'est vrai, vous avez raison. Pour une fois, on avait perdu l'habitude. On a pu défendre des amendements. Ça se salue quand même. C'est mieux. Non, enfin, c'est un progrès. Vous croyez quand même que je vais saluer le fait qu'un gouvernement décide tout seul d'imposer par la force son budget alors qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Avec une volonté de dialogue avant. C'est ça qu'on salue. Il n'y a pas eu de volonté de dialogue. Il n'y a pas eu de volonté de dialogue. Sinon, comme ça, sinon nos amendements auraient été repris. Écoutez, nos amendements qui ont été votés, qui consistent à faire payer non pas les Français, tous les Françaises et les Français par une augmentation de la taxe de l'électricité, par exemple, ce que prévoit le gouvernement, mais à l'inverse de faire plutôt payer une taxe de 2% sur les milliardaires, le gouvernement fait le choix de faire payer toutes les Françaises et les Français avec une taxe sur l'électricité. Donc il y a quand même un choix politique qui est fait par ce gouvernement. Il aurait pu tenir compte de nos amendements. Il ne l'a pas fait. Il fait le choix de la continuité budgétaire et d'un budget qui sera en plus une saignée sociale terrible. Je parlais de la taxe sur l'électricité. Il faut parler aussi de la baisse des dépenses dans les services publics. Vos électeurs veulent que ça avance dans ce sens. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, selon vous, d'aller maintenant voir Michel Barnier en disant voilà, on est dans cette situation-là, on veut pousser cet amendement-là, cet amendement-là. Est-ce que, pour vos électeurs, vous n'avez pas intérêt à essayer jusqu'au bout de discuter avec lui? Écoutez, depuis le début, on a été très clair sur nos priorités. En plus, on n'a pris personne en traître. On a défendu en amendement ce qu'on avait défendu dans notre programme du nouveau Front populaire et ce qu'on a défendu dans le contre-budget du nouveau Front populaire. Avant même que les débats budgétaires commencent, on a dit voici nos priorités politiques, voici la manière dont on va remplacer le coût qui est porté par toutes les Françaises et les Français
par des taxes davantage justes sur les super profits, sur les dividendes, sur les super riches. Sur le Mercosur. Mais si on a discuté, Et après, je veux bien qu'on parle du Mercosur, parce que le temps file. Il nous reste une minute pour majeur. en parler. Et si vous voulez, on passe tout de suite au Mercosur, parce que c'est pour ça que je suis venue ce matin. Comment on se prive d'un marché comment on se prive d'un marché qui représente 80% du PIB sud-américain, qui est un accès à notre industrie. On vend des avions, les Allemands des voitures, etc. Comment on s'en prive? Qu'est-ce qui le justifierait? Écoutez, cet accord de libre-échange avec le Mercosur, c'est le pire accord de libre-échange jamais signé par l'Union européenne. L'objectif, c'est d'importer des centaines de milliers de tonnes de bœuf, de volaille, de poulet, 99 000 tonnes de bœuf, 180 000 tonnes de volaille, 45 000 tonnes de miel, etc. Et le faire dans des conditions complètement déloyales. On a des fermes au Brésil qui font la taille de 10 fois Paris. On va importer en plus des denrées agricoles avec des hormones, des pesticides qui sont interdits dans l'Union européenne, le tout contribuant à la déforestation au Brésil. Et à ce scandale sanitaire, social et écologique se rajoute un scandale démocratique. Je suis la première vice-présidente de la Commission des affaires commerciales au Parlement européen. Je n'ai toujours pas accès au texte. La Commission européenne, et je lance l'alerte solennellement à votre antenne, la Commission européenne est dans l'illégalité. Donc je suis en train d'explorer toutes les voies juridiques pour demander l'accès au texte. C'est la première fois que ça se passe. Comment vous expliquez d'ailleurs que ça se passe comme ça ? Je l'explique d'une manière très simple. Ils savent qu'ils sont minoritaires dans les opinions publiques françaises et européennes. Et donc, en conséquence, vaut mieux négocier en toute opacité ce texte. La seule chose qu'on a pu obtenir, c'est un groupe de travail à huis clos qui s'est tenu la semaine dernière. C'est de la rétention d'informations, donc. Bien sûr que c'est de la rétention d'informations. Les gouvernements ont accès au texte. Eh bien, qu'ils nous donnent. Je veux dire, on est co-législateurs, nous, le Parlement européen. Ça s'est jamais passé dans l'histoire. Et à cela, vous rajoutez le fait qu'ils veulent changer la base juridique de l'accord et donc qu'ils contournent le vote des parlements nationaux. Vous parliez des parlements nationaux un peu plus tôt. En réalité, ils vont faire en sorte qu'il n'y ait pas la validation des parlements nationaux, pas l'unanimité des États membres, mais seulement la majorité des États qualifiés. Donc oui, c'est un scandale. Ils ne veulent pas qu'un débat démocratique s'engage parce qu'ils savent qu'ils sont minoritaires et donc en cela, la colère, la mobilisation du monde agricole sera déterminante. C'est ce qui vous permettra de voter au Parlement européen avec les libéraux. Certains des libéraux. Certains des libéraux, puisque à ce jour, le groupe que je co-préside au Parlement, le groupe de la gauche, est le seul groupe qui s'est opposé à tous les accords de libre-échange. La bataille est lancée, je ne désespère pas de convaincre, c'est le travail, la beauté du travail parlementaire. Je suis la chef de file sur cet accord de libre-échange, mais je me permets d'abord de lancer l'alerte. La première étape, c'est bloquer ce changement de base juridique et faire en sorte que la colère du monde agricole soit entendue parce qu'on va tuer notre agriculture européenne. Pour quelques voitures, je ne pense pas que le jeu en vale la chandelle. En vraiment 10 secondes, s'il vous plaît, Marine Le Pen potentiellement inéligible, est-ce que ça vous choque ou non ? Écoutez, la justice doit faire son travail et moi j'attendrai la décision de la justice. J'observe quand même que Marine Le Pen, pour elle, la justice c'est faible avec les forts, fort avec les faibles et qu'elle voudrait une justice d'exception la concernant et qu'elle avait dit qu'ils étaient les seuls à ne pas détourner d'argent public. Bon, on voit que finalement ils sont bien concernés par ça. Merci beaucoup Manon Aubry d'avoir été notre invité ce matin sur LCI.